Et voilà, nous y sommes. On est ravis, on est arrivé à l'aboutissement concret d'un long cheminement dans le cadre de la crise sanitaire, mais on a relevé le défi, ils sont tous prêts, et pour un public privé, parce qu'on doit s'adapter, ils vont pouvoir enfin présenter les scènes de théâtre qu'ils ont préparées depuis bien longtemps. Oui, je tiens à dire que pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y a le fait que, en établissant un parallèle avec mes étudiants de 15 ans du lycée à l'époque, ici, ce sont des comédiens seniors. Et ça, c'est formidable. Vous allez le constater vous-même, les jeunes qui allez filmer. Ils ont un enthousiasme incroyable et beaucoup de talent et une motivation rare. Je crois que cela provient du fait que depuis longtemps, ils avaient envie de se consacrer au théâtre et ce n'était pas possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est moi qui ai fait la mise en scène de ça. Dans une chambre où vous serez seul, autant que possible, faites fermer les volets et les rideaux. Aucun lumière ne vous gêne pas et défendez-vous pas. Aucune... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je me présente, Elmire de la Merluche, conservatrice au musée des masques. Je vous remercie de partager avec moi l'intérêt que je porte à ce génie du XVIIe siècle qui reste un homme de notre temps. En effet, l'œuvre de Molière, riche et variée, est l'œuvre d'un homme engagé, défenseur des plus faibles. Voilà pourquoi je mérite de jouer devant vous aujourd'hui. À ma naissance, le 15 janvier 1622, je m'appelais Jean-Baptiste Poquelin. Son père, Jean Poquelin, était tapissier à la cour du roi Louis XIV, ce qui lui permit de fréquenter un collège de jésuites où il rencontre les fils des grands seigneurs de l'époque. Après, j'étudierai la philosophie et le droit. Mais le théâtre l'attire. Il ne souhaite pas plaider devant les tribunaux. Il exerce sa verve et sa plume autrement. Il observe, analyse les mœurs de la société bourgeoise. J'ai dû attendre mes 36 ans pour rentrer à Paris et pouvoir monter sur scène devant le roi Louis XIV. En 1659, j'ai perdu mon texte. Sorry. En 1643, j'ai fondé notamment... Bon, comment Alors moi j'ai une chose. En 1659, c'est les précieuses... Non, mais j'ai oublié 1643. Ah, t'as sauté. On va vous dire Molière et tout, vous avez dit. Alors, 1643, vous avez fondé quelque chose. Oui. En 1643, j'ai fondé, notamment avec Madeleine Béjart, l'Illustre Théâtre. En 1658, Armande, la fille de Madeleine, rejoindra la troupe et je l'épouserai en 1661. Difficile toutefois de rivaliser avec la notoriété de l'hôtel de Bourgogne et du Marais. Les dettes s'accumulent. La troupe quitte Paris pour se produire en province et courir de ville en ville durant de nombreuses années. J'ai dû attendre mes 36 ans pour rentrer à Paris et avoir l'honneur de pouvoir monter sur scène devant le roi Louis XIV. En 1659, les Précieuses Ridicules remportent un triomphe.
Dans cette pièce, j'ai voulu montrer que l'excès nuit en tout, même aux bonnes manières, que la préciosité étouffe la distinction et tourner en ridicule les femmes maniérées qui se veulent distinguer. Avec le Tartuffe, Molière s'attaque à l'hypocrisie religieuse. La première fut interrompue suite à une cabale des dévots. Molière ne se laissa pas abattre. Privé de cette comédie dont il espérait la gloire, il s'empare du personnage de Don Juan. Il en fait un épicurien orgueilleux qui ne connaît ni la loi morale, ni la loi de Dieu. À la fin de la pièce, Molière condamne son personnage qui ne connaît ni limite, ni mesure. Après 15 représentations, le spectacle est censuré. On reproche à Molière ses idées libertines et athées qui y sont développées. Mais son talent ne passe pas inaperçu. En effet, avec ses comédiens, il est nommé troupe du roi et jouira dès lors d'une rente. En 1666, je tomberai malade. Mais mon besoin et mon envie d'écrire ne me quitteront jamais. Avec le misanthrope, Molière marque le sommet de son œuvre et le reflet de ses propres rancunes accumulées. Avec l'avare, j'ai voulu écrire une pièce en prose. Une nouveauté que certains jugeront inconvenante. Est-ce pour cela que la pièce ne tient pas plus d'un mois? Molière montre alors les femmes savantes, un portrait incisif de ses contemporains, mais peut-être bien aussi des nôtres. N'allez pas croire que je m'oppose à l'émancipation des femmes, que du contraire, qu'il est doux et agréable d'avoir une compagne instruite. Comme d'habitude, je dénonce le mauvais goût et je lutte contre la démesure. Je me moque des salons littéraires et des intellectuels mondains, des snobinettes, comme vous dites aujourd'hui. Avec le bourgeois gentilhomme, Molière aborde la comédie-ballet. Monsieur Jourdain incarne la folie des grandeurs et se rend ridicule en voulant réaliser ses ambitions à n'importe quel prix. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les fourberies de Scapin. Dans cette comédie d'intrigue, les choses qui se gâtent finissent par s'arranger. J'ai toujours cru que l'amour sincère et profond triomphe de tout. Ça va, mesdames? Vous êtes prêtes? Espérons, espoir. C'est un sacré jeu. Ça me fait peur. Ah ouais, la sorcière. Et c'est pour quel rôle, ça? C'est une parodie des médecins, du temps de Molière. Ok, ah oui, je sais bien, mais votre rôle, c'est quoi avec ça? Je suis un médecin. Un médecin? Mais les médecins du XVIIe siècle, ils étaient habillés comme ça. Hein. Vraiment? Oui. Ah, je savais pas ça. Comment ça va? Bien vrai. Nous vous écoutons. Je t'avoue que je ne saurais me lasser de te parler de lui et que mon cœur profite avec chaleur de tous les moments de s'ouvrir à toi. Mais dis-moi, condamnes-tu, toi net, les sentiments que j'ai pour lui? Ai-je tort de m'abandonner à ces douces impressions? Et voudrais-tu que je fusse insensible
aux tendres protestations de cette passion ardente qu'il témoigne pour moi? On ne trouve-tu pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne, qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit? Dans cette scène de Racine, Phèdre va avouer son drame à Hénon, sa confidente. Elle est tombée passionnément amoureuse de son beau-fils Hippolyte, quand la passion s'avère impossible. Mon mal vient de plus loin. À peine office d'égé, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ami. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâtis un temple et pris soin de l'orner. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Au comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirais Hénon, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymen, je cultivais les fruits. Vaine précaution, cruelle destinée, par mon époux lui-même à Trisène amené, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive, aussitôt assainie. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus, tout entière, à sa proie, attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué. Je ne m'en repens pas. Pourvu que de ma mort, respectant mes approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches, et que tes vains secours cessent de rappeler un reste de chaleur, tout prêt à s'exhaler. Et vous rentrez quand sur scène comme ça? La poudre aux yeux, c'est le dernier acte du deuxième épisode. Ok. Et vous vous sentez prête? Oui, ça va.
Ouais. Le public, c'est pas trop stressant? Non. Vous avez des amis dans le public? Oui, mon mari et une voisine. Oh, votre mari est là? Oui, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes avec? Quelle question! Ah, Ça se pose pas, mais ça se pose pas? Non, mais nous, on met la foi. Ah ouais? À ce point-là? Moi, je trouve ça beau, hein? C'est parce que vous L'amour, c'est beau. L'amour, êtes c'est beau, mariée? c'est pour ça. Ah non, je suis pas marié. bah, hein. voilà. Mais de cette vue, apprenez-moi les suites et comment le jeune homme a passé ses visites. Hélas, si vous saviez comme il était ravi, comme il perdit son mal, sitôt que je le vis. La cassette, le présent qu'il m'a fait de la cassette et l'argent qu'en ont eu Alain et Georgette. Vous l'aimeriez sans doute et diriez, comme nous, Oui, mais que faisait-il étant seul avec vous? il me jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde. Il me disait des mots les plus gentils du monde, des choses dont rien ne peut égaler et dont, chaque fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et je sens là-dedans, un certain je ne sais quoi qui me rend tout ému. Au fâcheux examen d'un mystère fatal, où l'examinateur souffre seul tout le mal. Outre tous ces discours et toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Autant, il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose? Non. Ouf! Il m'a pris Quoi? Non, je n'ose. Vous vous fâcherez sans doute contre moi. Non. Si fait. Ma foi, non. Jurez-moi donc votre foi. Oh, ma foi, soit. Il vous sera en colère. Non. Si. Non, non et non. J'entre que de mystère. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Le ruban. Qu'est-ce qu'il vous a pris? Le ruban. Oui, le ruban. Le ruban que vous m'aviez donné. Oh, passe pour le ruban. Dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Passe pour le ruban, mais je voulais apprendre s'il ne vous a rien fait que vous baiser les bras. Non. Vous pouvez juger. Si l'on lui demandait... Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on fait... Dites-moi un peu. Est-ce qu'on fait autre chose? Non, mais pour guérir du mal qui dit qu'il le possède, n'a-t-il point exigé de vous d'autres remèdes? Non, disait, si on lui demandait que pour le secourir, j'aurais tout accordé. Grâce aux beautés du ciel, j'en suis quitte à bon compte. Si j'y retombe plus, je veux bien qu'on m'affronte. De votre innocence, Agnès, c'est un effet. Je ne vous en dis mot, ce qui est fait est fait. Je sais que le galant, en vous flattant, le galant ne désire que de vous abuser,
et puis après sans rire. Autant, il me l'a dit plus de 20 fois à moi. Ah, mais vous ne savez pas ce que c'est que sa foi. Mais enfin, apprenez qu'accepter des cassettes de ces bons blondins, écouter les sornettes, et se laisser par eux, à force de langueur, baiser ainsi les mains et chatouiller leur cœur, est un péché mortel, des plus grands qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Il a raison, de grâce. La raison, elle n'aurait prononcé que par ses actions le ciel est courroucé. Voilà. Courroucé. 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 Faut-il qu'il s'en courrouce d'une chose, hélas, si plaisante et si douce? J'admire quelle joie on ressent à ces choses-là, et je ne savais point encore tout cela. Oui, c'est un grand plaisir que toute cette tendresse, ces propos si gentils et ces douces caresses. Mais il faut les goûter en toute honnêteté, et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. Ôté, bon. Oui, oui. Ce n'est donc plus un péché lorsque l'on se marie? Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Oui. On va se presser à faire ça. Vous avez à me dire? J'ai à vous dire que vous vous conduisez de plus en plus mal. Quoi? Parfaitement. D'abord, vous êtes beaucoup trop décolleté. Allons donc. Beaucoup trop. À table, mon voisin n'était pas de cet avis. C'est bien ce que je voulais dire. C'est une honte, c'est bien simple. Vous ne vous rendez même plus compte de votre indécence. En outre, vous avez des regards langoureux que rien ne justifie et des éclats de rire qui sont inexplicables. Mais je vous défends de me parler sur ce ton. Je ne vous reconnais pas le droit de juger ma conduite. Vous n'êtes pas mon amant? Je le regrette assez. Eh bien, moi pas. Psst, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si je le regrette, c'est que j'en ai tous les ennuis, sans en avoir les avantages. Enfin, heureusement que cela va bientôt finir. Je l'espère. Et dans pas bien longtemps même. Il se peut que dans 2 jours, tenez, ça soit fait. Mais quoi? Ça. Mais quoi ça? Que je sois votre amant. Ah oui? Retenez bien ce que je vous dis là. C'est plus que probable. J'en serai la première étonnée. En tout cas, vous en serez la première avertie. Allons donc. Dans 48 heures, ce sera à prendre ou à laisser. Vous avez une façon de dire les choses. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Dame, vous n'espériez tout de même pas que j'allais continuer à vous aimer comme ça toute la vie de loin? Ah, ça non. Quand une femme permet à un homme de l'aimer, il faut tout de même bien qu'un jour, elle finisse par y passer. Oh, vous avez une façon de dire les choses. Je voulais me faire bien comprendre. Ah, excusez-moi. Mais j'ai très bien compris. Ça oui. Mais cependant, vous faites une erreur, car je ne vous ai jamais permis de m'aimer. Voilà 3 mois. Voilà 3 mois maintenant que vous accueillez mes assiduités. Vos hommages. Oui, je revendique le droit de badiner, même dans la colère. Mais ne venez pas me dire aujourd'hui que vous avez repoussé mes hommages, alors que précisément vous les avez encouragés. Oh. Quoi? Les mains. Mais voilà maintenant, comme vous êtes hypocrite, enfin, est-ce que chaque fois que nous nous serrons la main, votre main ne reste pas très longtemps dans la mienne? Mais comment voulez-vous que je fasse? Que je la retire? Vous la serrez de toutes vos forces. Et quand nous sommes à côté l'un de l'autre à table, cela nous est arrivé 10 fois en 3 mois. Pourquoi laissez-vous votre pied contre le mien? Parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai beau mettre mes 2 pieds sous ma chaise,
Vous venez chercher celui que vous voulez avec le bout de votre pied à vous. Vous retirez même pour ça votre escarpin. Pour ne pas vous faire de mal. Et pour mieux m'attraper la cheville. Oui, j'ai le pied prenant. Alors, Profite. que voulez-vous que je fasse, moi? On ne peut tout de même pas se donner des coups de pied sous la table pendant tout le repas. Pour en finir, je cède et je vous laisse mon pied. Je tiens d'ailleurs à vous dire que je ne trouve rien d'extrêmement voluptueux dans ces attouchements des membres inférieurs. Et nos baisers? Parlez des vôtres. Bah, ce sont les mêmes. C'est vous qui les donnez. C'est vous qui les recevez. Je m'en suis toujours défendue. Pour commencer, oui. Eh bien oui, c'est comme pour les pieds. Je ne suis pas de force, je ne peux pas lutter avec vous. Et puis enfin, je ne tiens pas à rentrer chez moi avec des vêtements en lambeaux. Allons donc. Je me souviens d'un baiser récent auquel vous avez pris une part extrêmement active. Celui dans la voiture? Oui, je me souviens. D'ailleurs, je ne vous ai pas découragé ce jour-là, en effet. Je voulais voir jusqu'où vous alliez. Vous iriez. Jusqu'où j'irais? Mais oui, vous êtes allé jusqu'à l'Élysée. Ben, comment ça, jusqu'à l'Élysée? Oui, le baiser a commencé rue Royale et il a fini à l'Élysée. Ben, puisque vous m'en parlez comme d'une performance, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois. Mais en ce qui me concerne, moi, j'en ai conclu que ça n'a pas dû vous être tellement désagréable. J'en conviens de même. Mais c'était pour vérifier votre respiration. Alors, dites-le. À qui? À moi. Eh bien, je vous le dis, pour un homme de votre âge... Comment pour un homme de mon âge? Bien oui, vous êtes bien un homme de votre âge. Évidemment, je suis un homme de mon âge. Eh bien, pour un homme de votre âge, cela m'a semblé très bien. Alors? Alors quoi? Alors pourquoi n'êtes-vous pas déjà ma maîtresse? Parce que vous ne me l'avez jamais demandé. Vous m'en parlez souvent. Chaque fois, vous en avez l'occasion. Mais jamais vous me l'avez demandé. Oh. Jamais. Pour la première fois ce soir, je vous ai vu formel à ce sujet. Vous m'en avez d'ailleurs menacé comme des malheurs probables qui m'arriveraient d'ici 48 heures. La jalousie vous rendait audacieux. L'expérience avait réussi. L'expérience? Oui, j'ai voulu vous rendre jaloux ce soir par curiosité. Mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est affreux ce que vous me dites là. Enfin, c'est affreux et c'est merveilleux à la fois. Vous voyez comme je suis modeste. Je n'ai pas osé vous en parler. Et comme de mon côté, je n'osais pas vous l'offrir, ça aurait pu durer comme cela longtemps. J'aurais peut-être dû le faire sans vous le dire. Oh, ça aurait certainement mieux valu le faire sans en parler que d'en parler comme ça tout le temps, sans jamais le faire. Oh, mais comme je m'en veux, comme je suis bête. Seigneur, quel temps perdu. Ah oui, mais cela, on va le rattraper, car mieux vaut tard que jamais. N'est-ce pas que vous viendrez chez moi demain à 5 heures? Ah mais non, maintenant c'est trop tard. J'ai attendu 3 mois patiemment. J'ai fini par y renoncer. Oui, j'ai pas renoncé, moi. Eh bien, faites-le sans moi. Comment sans vous? Avec une autre. Mais quelle horreur avec une autre alors que c'est vous que j'aime? N'est-ce pas que vous viendrez chez moi demain à 5 heures? Ah mais non. Et si je vous ai parlé comme je viens de le faire, c'est parce que, justement, il ne peut plus en être question. Voyons, de quoi aurais-je l'air à présent? Vous ne viendrez pas chez moi demain à 5 heures? Ah mais non. Ne le répétez pas. Je le répéterai 10 fois, 100 fois, 1000 fois s'il le faut. Je n'irai pas demain chez vous à 5 heures. Vous êtes en train de m'exaspérer, Et quand là. vous êtes exaspéré, qu'est-ce que vous faites? Je perds la tête. Et quand vous perdez la tête? Je ne sais plus ce que je fais. Et quand vous savez plus ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites? Généralement, je gifle. Ah, vous giflez? Oui, et même très fort. Eh bien, j'aimerais voir ça. Soyez heureuse. Petit café? Oui, mais je ne sais pas si... Attends, tu en veux un? Ah bah je sais pas, non, c'est surtout pour vous, vous voulez qu'on vous aide à faire un truc? Non, moi j'ai Non l'habitude du café, je fais Ah ça ouais depuis 30 ans. Je suis médecin passager. Je vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume.
pour chercher d'illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatisme, à ces fièvrottes, à ces vapeurs, à ces migraines. Je veux des maladies importantes, de bonnes fièvres continues, avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies, avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Chevalier servant. Vous appelez, c'est quoi votre nom? Mon nom, Oui. c'est Yo-Yo. Yo-Yo. Yo-Yo, Yolande, Yo-Yo. Ah, mais à la base, c'est Yolande. C'est Yolande. Comment on écrit ça? Yolande. Avec un Y. Y-O-L-A-N-D-E. Ok, donc pas comme la Hollande avec un Y, quoi. Non. Bonjour, docteur. Bonjour. Ah, voici les consultants. Une douzaine déjà. Oui. Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne puis plus recevoir personne. Au moins en consultation gratuite. Bien, docteur. Ah, c'est vous qui êtes la première, madame. Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune. De Saint-Maurice même? J'habite la grande ferme sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui, à mon mari, à moi. Si vous l'exploitez vous-même, vous devez avoir beaucoup de travail. Dame, si. 12 vaches. Deux taureaux. Deux autres. La jument et son poulain, 6 chèvres, une douzaine de cochons, sans oublier la basse-cour. Diable, vous n'avez pas de domestique? Dame, si. 3 valets, une servante et des journaliers pendant la belle saison. Oh, je vous plains. Il ne doit guère rester de temps pour vous soigner. Ah non. Et pourtant, vous souffrez. Oh, ce n'est pas le mot, j'ai plutôt de la fatigue. Oui, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'appétit. Ah non. Voyons, voyons. Respirez. Toussez. Oui, oui. Dites-moi, vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petite? M'en souviens pas. Vous n'avez jamais mal ici? Ah, oui, des fois. Le soir en vous couchant, une espèce de courbature? Oui, des fois. Essayez de vous rappeler. Ça devait être une grande échelle. Ça se peut bien. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre le mur. Vous êtes tombé à la renverse. Heureusement, c'est la fesse gauche qui a porté.
Ah oui. Vous aviez déjà consulté le docteur Parpalais? Non, jamais. Pourquoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Vous avez envie de guérir? Ou vous n'avez pas envie? J'ai envie. Mais j'aime autant vous prévenir tout de suite que ce sera très long et très coûteux. Ah mon Dieu, pourquoi ça? Mais parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes un mal que l'on traîne depuis 40 ans. Depuis 40 ans? Oui. Depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Ah mon Dieu. Et combien ça me coûterait? Qu'est-ce que valent les veaux actuellement? Ça dépend du marché, de la grosseur. Mais vous ne pouvez guère en avoir de propre entre 300 et 400 francs. Et les cochons gras? Il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, cela vous coûtera à peu près 2 cochons et 2 veaux. 3000 francs! Que désolation, Jésus-Marie! Maintenant, si vous avez mieux faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Un pèlerinage, c'est cher aussi. Et ça réussit pas toujours. Mais qu'est-ce que j'ai de si et qu'est-ce que j'ai de si grave que ça? Oui, eh bien, je vais vous l'expliquer au tableau en 1 minute. Voici votre moelle épinière. Là, vous reconnaissez votre faisceau de Turc. Là, votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, quand vous êtes tombé de votre échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. Vous vous direz, c'est peu, évidemment, mais c'est mal placé. Et là, vous avez un tiraillement continu sur les multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu. Mais j'ai eu bien du mal. Remarquez, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Moi, il me semble qu'il vaudrait mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent, c'est dur à gagner. Et nous ne savons que faire de toutes nos années de vieillesse pour le plaisir que nous donne. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai eu bien du mal de tomber de cette échelle. Et en faisant ça plus grossièrement? Et en faisant autrement. Comment? En faisant ça plus grossièrement, peut-être. Et en faisant ça plus grossièrement. En faisant autrement. Ah. Plus haut. Oui, en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir. Et en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher? Oui. Mais que ce soit bien fait tout de même. Mais ce que je puis vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Cela ne vous coûtera pas grand-chose. Après quelques jours, vous verrez de par vous-même quelle tournure prend le mal et vous vous déciderez. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Bon. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Dans une chambre où vous serez seul, autant que possible, faites fermer les volets et les rideaux pour que la lumière ne vous gêne pas et défendez qu'on vous parle. Aucune alimentation solide.
pendant une semaine. Un verre de Vichy toutes les 2 heures, et à la rigueur, la moitié d'un biscuit matin et soir trempé dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous passiez du biscuit. Vous ne me direz pas que je vous prescris des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillarde, c'est que le mal est moins sérieux qu'on ne pouvait croire. Si, au contraire, vous ressentez une fatigue générale et une certaine paresse à vous lever, nous commencerons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je vous inscris sur ce bout de papier mes prescriptions et je viendrai vous voir bientôt. Mariette, aidez madame à descendre l'escalier et trouvez-lui une voiture. Bien, docteur. Voici. Don Juan est ravi de pouvoir à nouveau s'exprimer. J'aime la liberté en amour. Et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. Je l'ai dit 20 fois. J'ai une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les veines. C'est à elle à le prendre tour à tour et à le garder tant qu'elle me prend. Et voici donc les libertins. De qui? La Bible. Ah, marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cher Don Juan, je connais votre cœur comme le plus grand coureur du monde. Vous avez séduit et perdu beaucoup de femmes, dames, demoiselles, bourgeoises, paysannes. Rien ne vous résiste. Il est vrai, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 1000, je les donnerais tous. Car tout le plaisir est dans le changement. Vous, bien sûr, mais qu'une femme infortunée sente la première le poids de ses chaînes, quel risque n'a-t-elle pas à courir si elle tente d'éloigner d'elle l'homme que son cœur repousse avec effort? Elle est à la merci de son ennemi, sans ressources, s'il est sans générosité. Quoi, vraiment? Voudriez-vous qu'on s'attache au premier objet qui nous tient? Qu'on renonce au monde pour lui? Et qu'on n'ait plus Dieu pour personne? Vous, bien sûr, mais je ne vois pas pourquoi tous ces liens que vous pouvez serrer ou délier pour parler le jargon de l'amour, vous seul pouvez à votre plaisir les serrer ou les rompre. Mais ne vous ai-je point vu attacher nombre d'hommes à votre suite ou les rejeter loin de vous selon vos désirs? Car pour vous aussi, la constance n'est bonne que pour les idiots.
Voilà. Les ridicules, n'est-ce pas? Ou le ridicule aussi. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pour vous autres, les hommes, les défaites ne sont que des succès de moins. Combattant sans risque, vous agissez sans précaution. Où est le mérite qui soit véritablement vôtre? Mon plus grand plaisir est de repousser au plus loin toutes les résistances qu'une âme pure nous oppose et de l'amener tout doucement, petit à petit, où l'on veut la faire venir. Mais une fois maître, on s'endort dans la quiétude d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient raviver nos désirs. Vous parlez de désir. Écoutez donc ceci. Je n'avais pas 15 ans et cherchais de connaître l'amour et ses plaisirs. Le seul homme avec qui je pouvais parler de cet objet sans me compromettre était mon confesseur. Je m'accusais donc d'avoir fait tout ce que font les femmes. Le bon père me fit le mal si grand que j'en conclus que le plaisir devait être extrême. Et au désir de le connaître succéda celui de le goûter. Le désir. Je ne puis résister à l'impétuosité de mes désirs. Et j'ai un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, s'il y avait d'autres mondes, je le voudrais, pour pouvoir ainsi étendre la quantité de mes conquêtes. Vaniteux, cessez donc de m'interrompre. Je vous parlais du désir. Ce désir que je voulais connaître. Heureusement, ma mère m'annonça quelque temps après que j'allais me marier. J'arrivais vierge entre les bras de monsieur de Merteuil. De cette première nuit dont on dit qu'elle est soit inoubliable, soit cruelle, elle ne fut pour moi qu'une occasion d'expérience. Très vite, je me raccommodai avec l'amour, non pour le connaître en vérité, mais pour le feindre et l'inspirer. Pour cela, il suffisait d'avoir l'esprit d'un auteur et le talent d'un comédien. Je m'exerçais dans les deux genres. Mais en quoi, dites-moi donc, m'avez-vous surpassé 1000 fois? Cher Don Juan, vous mettez tout votre plaisir à vaincre les femmes. Moi, j'ai fait de ces hommes si redoutables le plaisir de mon caprice et de ma fantaisie. Né pour venger mon sexe et maîtriser le vôtre, j'ai su m'élever au-dessus de toutes les autres femmes et jamais je ne voudrais ramper comme elles. Et surtout, jamais je ne puisse redouter un homme. Ça non, jamais. Ah, on entend carrément le spectacle. Ici, on peut parler plus fort, non? Oui. Ouais. Vous avez besoin d'aide pour quelque chose? C'est gentil, non, heureusement que... Ah, on refait la coupe? Vous êtes costumière? Oui, je dis tout ce qu'on c'est ma coiffeuse, costumière. Oh voilà! Oh voilà! L'assassin! Au meurtrier! Justice! Juste ciel! Je suis perdu, je suis assassiné.
On m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent. Qui peut ce être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Arrête! Rends-moi mon argent, coquin! C'est moi. Mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon argent ou en m'apprenant qui l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, et qu'avec beaucoup de soin on ait épié l'heure et on choisit justement le temps où je parlais à mon traître de fils. Sortons, allons quérir la justice et faisons donner la question à toute la maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés, je ne jette mes regards sur personne, et tous me semblent mon voleur. De quoi parle-t-on là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce que mon voleur y est? De grâce, si on a des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez sans doute qu'ils ont pris part au vol que l'on m'a fait. Alors, des commissaires, des archers, des dévots, des potences, des juges et des bourreaux, je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Ben, monsieur, je ne saurais souffrir les flatteurs. Et je vois que ce que Valère en fait, que ces contrôles perpétuels sur le pain, le vin, le bois, le sel et la chandelle ne sont rien que pour vous flatter et vous gratter le cou. J'en rage de cela. Et je suis fâché tous les jours d'entendre ce que l'on dit de vous. Car enfin, je me sens pour vous de la tendresse, en dépit que j'en ai. Et après mes chevaux, vous êtes la personne que j'aime le plus. Pourrais-je savoir de vous, maître Jacques, ce que l'on dit de moi? Oui, monsieur, si j'étais assuré que cela ne vous fâcha point. Oh, en aucune façon. Ah, pardonnez-moi, je sais fort bien que je vous mettrai en colère. Point du tout, au contraire, c'est me faire plaisir, et je suis bien aise d'apprendre comment on parle de moi. Monsieur, puisque vous le voulez, je vous dirai franchement que l'on se moque partout de vous, que l'on nous jette sans cesse, sans brocard à votre sujet, que l'on n'est point plus ravi que de vous tenir au cul et aux choses, et de faire sans cesse des comptes de votre désir. L'un dit que vous faites imprimer des almanachs particuliers, où vous faites doubler les 4 temps et les vigiles, pour profiter des jeunes, où vous obligez votre monde. L'autre, que vous avez toujours une querelle toute prête à faire à vos valets, dans le tour des étrennes ou d'une sortie avec vous.
pour vous trouver une raison de ne leur donner rien. Celui-là dit qu'un jour vous fîtes assigner le chat d'un de vos voisins pour vous avoir mangé un reste d'un gigot de mouton. Celui-ci, que l'on vous surprit une nuit en venant dérober vous-même l'avoine de vos chevaux. Et que votre cocher, qui était celui d'avant moi, vous donna dans l'obscurité je ne sais combien de coups de bâton, dont vous ne voulûtes rien dire. Enfin, voulez-vous que je vous dise, vous êtes la risée de tout le monde. On ne peut aller nulle part où l'on ne vous entende accommoder de toutes pièces. Et jamais on ne parle de vous que sous le nom d'avare, de ladre, de mandrin ou de fesse-Mathieu. Vous êtes un sot, un maraud, un coquin, un impudent. Belle performance, très belle performance. Ah non, mais c'est parce que je ne vois pas bien. Au deuxième acte, je fais le bourgeois gentilhomme. La petite servante effrontée qui rit tout le temps au nez de son maître. Parfait. Et le rôle est chouette, non? Ah oui, c'est chouette ça. Henriette! Henriette! Oui, Marguerite, j'arrive, ne vous fâchez pas. Est-ce toi qui as glissé ce torchon parmi mon courrier? Bon, qu'est-ce que vous me chantez là? Pourquoi vous aurais-je écrit? On se voit tous les jours. Pour me faire bisquer, bien sûr. Oui, et qu'est-ce qu'il dit, votre torchon? Justement, il parle d'un avare et de son fils qui, par je ne sais quelle aventure, un beau jour, voulant se bien traiter, au marché courut des pommes achetées pour sa nourriture. Dans son armoire, il les porta, les compta, les rangea, recompta, ferma les doubles tours de ses doubles serrures et chaque jour les visita. Ce malheureux, dans sa folie, les bonnes pommes ménageait. Mais lorsqu'il en trouvait quelqu'une de pourrie, en soupirant, il la mangeait. Son fils, jeune écolier, faisant fort maigre chair, découvrit les pommes de son père. Il attrape les clés, va dans ce réduit, suivi de deux amis d'excellent appétit. Or, vous pouvez juger les dégâts qu'ils y firent, et combien de pommes périrent. L'avare en ce moment, de douleur et d'effroi palpitant, « Mes pommes !» cria-t-il, « coquins, il faut me les rendre, ou je vous fais tous pendre. » « Mon père, dit le fils. »« Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes d'honnêtes personnes. Quel tort avons-nous fait? Nous n'avons mangé que les bonnes. » Mon argent! Mon bel argent! Je n'en puis plus, je me barre! Enfin, Marguerite, que vous arrive-t-il? Vous êtes malade? Oh, pire que malade, je suis morte. Enfin, que vous arrive-t-il? Une vie de sacrifice, des années de calcul pour éviter tout gaspillage, tout frais inutile et tout cela pour rien. J'ai fait tout cela pour rien. En effet, vous reculez même la pendule pour éviter que le temps passe. Il ne reste plus rien jusqu'au dernier centime. Mais il y avait tant que ça, Marguerite? Bien plus que vous n'imaginez. Bah, vous m'avez toujours dit que... Oh! Vous auriez tout dépensé, jeté l'argent par les fenêtres, dilapidé.
Et vous dites que vous n'avez plus rien? En effet, je suis ruinée, dépouillée, nettoyée. En un mot, volé, c'est ça? On vous a volé? C'est affligeant. Mais qu'est-ce que vous ne vouliez pas y toucher à cet argent? À quoi vous servait-il? Il me servait en avoir. C'est le mot de parole, on va se rafraîchir. Qu'est-ce qu'on fait là? Je regarde pas en quoi je dois me changer pour la suite. Voilà, j'ai vu. C'est une histoire de déguisement. Parfait. Très belle performance, hein, madame. Merci beaucoup. Ah, madame, de vous je ne puis rien entendre. C'est en moi qu'il faut trouver fort, que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout. Et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie. Il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti quand de nos jeunes gens l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout. Et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'entendre prévaloir, et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire. Et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas, et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la vanne, et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager? Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule, qui ne brûle pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? Si le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tant de sentiments. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites. Le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments, qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. Et de là, nous pouvons tirer des conséquences, qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances,
qu'aucun, pour nos beaux yeux, n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Si vous ne vous enflez donc point d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et mesurez un peu l'orgueil de vos appâts, de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Lisons donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire. Et sans? Prisons, madame, un pareil entretien. Il pousserait trop loin votre esprit et le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre si mon carrosse encore ne me faisait attendre. Autant qu'il vous plaira, madame, vous pouvez arrêter. Et là-dessus, rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie. Et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir. Vous êtes pas stressé? Un petit peu. Vous avez des amis dans la salle? Je suis toujours stressée. Adela! Adela! Pourquoi me cherches-tu? Laisse cet homme! Qui es-tu pour me parler ainsi? Ce n'est pas ici la place d'une honnête femme. Mais tu meurs d'envie de l'occuper? Le moment est venu pour moi de parler. Ce petit jeu ne peut plus durer. Il commence à peine. J'ai vu la mort sous ce toit et je suis sortie pour chercher ce qui était mon bien, ce qui m'appartenait. Cet homme sans cœur est venu pour une autre. Tout est mise sur sa route. Il est venu pour l'argent, mais toujours ses yeux se posaient sur moi. Je ne te permettrai pas de l'enlever. Il se mariera avec Augustias. Mais tu sais bien que c'est moi qui l'aime. Je le sais. Et tu sais encore, mieux que parce que tu l'as vu, que c'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime. Oui! C'est moi qui l'aime. C'est moi qui l'aime. Plante-moi un couteau dans la gorge si tu veux, mais ne répète plus ces mots. Voilà pourquoi tu veux m'empêcher d'aller avec lui. Cela ne te fait rien s'il embrasse une femme qu'il n'aime pas. À moi non plus. Mais qu'il m'embrasse moi, cela te rend malade parce que tu l'aimes, toi aussi, tu l'aimes. Eh bien oui, laisse-moi le dire enfin à visage découvert, et que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume. Je l'aime. Martirio, Martirio, ce n'est pas ma faute. Ne me touche pas, n'essaye pas d'adoucir mes yeux. Mon sang n'est plus le tien, si même je voulais te regarder comme une sœur, je ne te vois plus que comme une femme. Alors il n'y a plus rien à faire. C'est le sauve qui peut. Moi, j'ai Pépé, le Romano. Il m'amène au roseau de la rivière. Jamais! Je ne supporte plus l'horreur de ces murs. Après avoir goûté la saveur de sa bouche, je serai sa chose. Tout le village contre moi, me brûlant de ses doigts de feu. Poursuivi par les honnêtes gens,
Et je me mettrai la couronne d'épines des femmes qui sont aimées par un homme marié. Tais-toi! Oui, oui. Allons dormir. Qu'il épouse Angustia, cela m'est égal. Pour moi, j'irai vivre dans une île, dans une cabane isolée où il me verra quand il voudra, quand il en aura envie. Tant qu'il me restera une goutte de sang dans les veines, cela ne se fera pas. Ce n'est pas toi qui es chétive, mais un cheval cabré que je mettrai à genoux, rien qu'avec la force de mon petit doigt. N'élève pas cette voix qui m'irrite. J'ai le cœur plein d'une force si mauvaise qu'elle m'étouffe malgré moi. On nous apprend à aimer nos sœurs. Dieu a dû me laisser seule dans la nuit, car je ne te vois plus que si je ne t'avais jamais vu. Où vas-tu? Ôte-toi! Passe si tu peux! Écarte-toi! Mais On va demander une petite pause de changement de costume. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir quand vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui, qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire. C'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire, et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons, Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur? Sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé pour la bouche, et si c'est tout de bon que cet amant vous touche? Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même? Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble? Assurément. Sur cette autre union, oui. Quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, certes, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point à qui dit des sornettes. Et dans l'occasion, molly quand me vous faites. Que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère, et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourrifier fait qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatants mépris, ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe a bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heures que d'être sa moitié. Vous vivrez trop contente avec un tel mari.
Tout le monde de gloire déjà le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau, vous verrez la femme. Cesse donc, je te prie, un semblable discours, et contre cet hymen, ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau, de quoi vous plaignez-vous? Vous irez en sa petite ville quand oncles et cousins vous trouverez fertiles. Et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, dans le beau monde, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la baillive et Madame l'élu qui, d'un siège pliant, vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir 2 musettes. Et parfois, Fagotin et les marionnettes, si pourtant votre époux... Tu me fais mourir. De tes conseils, plutôt, songe à me secourir. Je suis votre servante. De grâce, Dorine. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non. S'il me veut déclarer... Point. Tartuffe est votre homme, et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée. Fais-moi... Non. Oh. Vous serez, ma foi, tartuffier. 89,5. What? C'est quand votre anniversaire? Le 23 février. Vous êtes poisson? Je suis poisson. Ah, oui. poisson. Excellent. Oui. Et ça fait combien de temps que vous faites du théâtre? 30 ans. 30 ans. Avec Daniel, oui. Toujours avec Daniel? Toujours avec Daniel, oui, oui. Ah, mais Oui, c'est oui. les histoires qui durent, c'est les plus belles. Hein. Nicole! Nicole! Écoutez! Qu'as-tu à rire? Comme vous voilà bâti. Que veut dire cette coquine-là? Mon Dieu, mon Dieu. Mais comment donc? Mais quelle friponne est cela? Te moques-tu de moi? Oh, Nelly, monsieur, j'en serais bien fâchée. Je te baillerai sur le nez si tu ris davantage. Monsieur, je ne puis pas m'en empêcher. Mais tu ris? Tu ne t'arrêteras pas? Monsieur, je vous demande pardon, mais vous êtes si plaisant que je ne puis m'empêcher de rire. Mais voyez quelle insolence! Vous êtes tout à fait drôle comme cela. Oh, je te... Oh, je vous prie de m'excuser. Si tu ris encore le moins du monde, je te jure que je t'appliquerai sur le nez le plus grand soufflet qui se soit jamais donné. Eh bien voilà, monsieur, je ne rirai plus. Prends-y bien garde. Il faut que pour tantôt tu nettoies. Que tu nettoies comme il faut. Il faut, dis-je, que tu nettoies la salle. Encore? Tenez, monsieur, battez-moi plutôt et me laissez rire de tout mon sang. Mais j'enrage. Ça me ferait le plus grand bien. Si je te reprends. Mais a-t-on jamais vu une pandarde comme celle-là qui me vient rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Eh bien, monsieur, voilà qui est fait. Je ne rirai plus. Monsieur, je crèverai si je ne ris.
Il faut que tu songes, coquine, à préparer ma maison pour la compagnie qui doit venir tout à l'heure. Eh bien, ma foi, à part ma foi, je n'ai plus envie de rire. Et toutes vos compagnies font tant de désordre séant que ce mot est assez pour me mettre en mauvaise humeur. Mais ne faut-il point que pour toi je ferme ma porte à tout le monde? Vous devriez au moins la fermer à certaines gens. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je garde. On se demande de moi de turbin, c'est une vie de galérien, mais quand je sors avec Patrick, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob. Tous mes amis le sont. On est snob et c'est beau. Chemisier d'organdi, chaussures de zébu, foulard d'Italie, un rubis au doigt, de pied, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je suis snob. Je m'appelle Hildegard, mais on dit Hill. Je vais au cinéma voir des films suédois. J'entre au bistrot pour boire du champagne à gogo. J'ai pas mal au foie. Plus personne fait ça. J'ai un ulcère. C'est moins banal et c'est plus cher. Je suis snob, excessivement snob. Je fais du cheval tous les matins car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des barons au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Avec les amis, on se réunit tous les vendredis pour faire de la snobism party. Il y a du coca, oh, je déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant. Je me chauffe au diamant. Il n'y a rien de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait. Alors, je l'ai retournée. L'autre côté, c'est passionnant. Je suis snob. J'ai une foudroyante garde-robe. J'ai des accidents en Jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans des petits détails comme ça que l'on est snob ou passionnant. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et le jour de ma mort, je veux un suaire de chez Dior. On se sent comment avant de rentrer sur scène là? Ah ben on a toujours la peur du trou. Ah non, mais il n'y aura pas, du non? trou de mémoire. Moi, je l'ai vu hier, tu connais bien ton texte. Hein. Théoriquement, ouais, oui. hein. C'est bien, et c'est très bien joué, franchement, c'est très beau à regarder. Oui, ouais. c'est gentil, merci. C'est ce qu'on s'est dit, on l'a dit à Daniel, trop fort. Mais par contre, je me souviens plus, c'est Myriam. Myriam, oui, c'est ça. Myriam, maintenant je le sais. Myriam, boss de la scène, on la laisse se concentrer. Merci beaucoup. Oh, Madame Malingear, comme mon fils Frédéric va être heureux. Entre nous, oh, Madame Ratinois, je pense qu'il ne déplaît pas à ma fille. Cher enfant, je vous promets de l'aimer comme une mère. Dès demain, nous leur chercherons un appartement. Un petit entresol. C'est bien trop bas, un entresol. Un second. C'est un peu haut, un second. Alors un premier, c'est une affaire de 5 à 6 000 francs. Mettons 6 000 francs. Attends,
Loyer, 6 000 francs. Toilette, c'est important. Il est bien difficile à une jeune femme qui voit un certain monde de s'en tirer à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Moi aussi. Mettons 6 000 francs. Toilette, 6 000 francs. À la bonne heure, elle ne lésine pas. Moi qui n'ai dépensé que 900 francs l'année dernière, et Ratinois m'a grondé. Voiture? Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Ça dépend de la dot. Il est impensable pour une jeune femme de piétiner dans la boue, surtout avec les robes que l'on fait aujourd'hui. C'est impossible. Il y a bien les voitures de place. Les fiacres? Oh! Ne me parlez pas de ces vilaines boîtes. Je n'en parle plus. C'est noir, c'est étroit. C'est sale. Et vous ne m'y feriez monter pour rien au monde. Je vais toujours à pied. Je pense qu'un petit coupé avec 2 petits chevaux et un petit cocher. Mettons 6 000 francs. Voilà. Coupé, oui. 6 000 francs. Linge de table, les maisons. Mettons 6 000 francs. C'est assez. 6, 12, 18, 24. Cela me semble bien. 24 000 francs. Ce n'est pas trop. Dame, ils doivent donner une dot formidable. Voilà nos riches, ma chère. Ah, ma femme! Ah, ma femme! Écoutez, ma femme! Écoutez, ma femme! Mais enfin, mon ami, que se passe-t-il? Qu'est-ce que cela signifie? Mère coupable, bouffie de vanité. Mais c'est à la mode aujourd'hui. On fait la roue On se gonfle comme des ballons. et on ne craint pas de sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Car il s'aime, ce petit. Voilà. Et on répond, oh, qu'est-ce que ça fait? En voilà des mères, bonsoir. Mais enfin, mon ami, que se passe-t-il? Gontran, qu'est-ce que cela signifie? Prends ton tricot, car elle tricote tous mes bas de laine, docteur. Mais ma femme aussi, monsieur. Bon, à présent, cela suffit. Bas les masques, Ratinois, ancien confiseur, paraffineur. Comment? Ben, laisse-moi tranquille, prends 100 000, donne 100 000 francs de dot à sa fille. À mon tour. Malingrin, docteur sans clientèle. Et la duchesse alors? Monsieur, je n'ai soigné qu'un cocher cette année-ci. Et gratis, donne 100 000 francs de dot à sa fille. À mon tour, Tante Emma, célèbre modiste de Paris, offre 300 000 francs de dot à ma nièce chérie. Oh, ma sœur. Oh, chère Emma. Oh, ma tante. Voyez-vous, mes amis, je n'ai pas eu la chance d'avoir des enfants. Cette petite est comme ma fille. Alors si je puis contribuer quelque peu à son bonheur, mes jours en seront ensoleillés. Oh, Emma, je reconnais bien là votre bon cœur. Docteur et Madame Malingear, vous nous voyez de plus en plus ravis de découvrir une aussi aimante famille. Et sans tricherie désormais. Allons, à table. Un instant. Quoi donc? C'est que j'ai voulu vous éblouir. J'ai commandé un repas insensé. J'en suis honteux. 6 plats de truffes. Allons, à table. La
Mangeons-les, ce sera notre châtiment, la main aux dames. Et la musique. Vous savez que dans les pièces de théâtre, même pour les professionnels, on leur souffle le texte. Oui, mais moi je n'ai pas eu besoin qu'on me souffle. On vous souffle pas le texte à vous. Ça a été. Vous étiez dans la salle. Pardon. Vous avez entendu. Vous étiez dans la salle. Les souffleurs. Non. Quand j'ai répété Phèdre. Non. On était derrière dans les backstage. La mort rôde. Molière s'éteint le 17 février 1673, emporté par la tuberculose. Je meurs après la 4e représentation du malade imaginaire. Ironie du sort, j'y tenais le rôle principal. À cette époque, l'archevêque de Paris considère les comédiens comme des êtres dépravés, indignes des sacrements de l'Église. Suite à la requête d'Armande Béjart, ce prélat acceptera que Molière soit inhumé à Saint-Eustache, mais de nuit, sans pompe, sans bruit. Cela n'empêchera pas une foule nombreuse d'accompagner ce génie du théâtre jusqu'à sa dernière demeure. J'emporte dans la tombe une grande confiance en la nature humaine. Les forces de l'amour triompheront toujours. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde. Oui, attends. Pas avancer, je serrai. Serrons-nous. Il fait un peu frais. On a froid. On n'a pas répété comme ça. En tout cas, bravo à tous parce qu'on y est arrivé. Voilà. Comment c'est ça, mon bon? Et rendez-vous à l'année prochaine, en juin, dans la même salle, pour les saisons de la vie. Qui fait donner ça après ceci? Ça, on a répété un mois. Merci à la régie. Bravo. Merci à tous. Merci à le public. Merci à vous. On l'a pas répété. Non. Ce sera pour l'année prochaine, c'est promis. Mais mon comédien est décédé il y a très peu de temps. Et voilà. Il chantait si bien. Donc l'année prochaine, c'est promis. Ça va? On a des habitudes maintenant. Merci.